Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. C'est le 8e épisode de la 6e saison et je suis accompagné de Natacha. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Vous êtes prêts pour cette nouvelle émission qui, à mon avis, va un petit peu vous surprendre? Ah, oh, tu crois que ça va les surprendre? Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on va faire passer ton sujet en premier parce que le mien, il risque d'être peut-être délire ou pas délire, je sais pas trop. Je vais partir sur la généalogie, je vais montrer qu'on est de sang royal, Natacha, tiens, par exemple, tu vois? Toi et moi, et puis vous les Ouais. amis, et puis j on va aller encore plus loin dans le temps. Bon voilà, vous allez voir, je vais essayer de démontrer des choses qui sont peut-être pas à démontrer, mais on va s'amuser ensemble avec des chiffres et tout, voilà. Et par contre, toi Natacha, tu vas être beaucoup plus terre à terre, tu vas nous parler de science-fiction. Ouais, je vais vous parler en fait même de l'influence de la science-fiction dans notre quotidien, de la réalité de la science-fiction dans notre quotidien, mais je vais aussi vous faire un petit portrait, de psychologie, de psychopathologie si on veut, être précis, de Darth Vador et alors c'est pas Comment tu l'appelles? Darth Dart? Vador et les Amimi, tous ceux qui nous écoutaient aujourd'hui, figurez-vous que pendant longtemps, j'ai cru que c'était Dark Vador. Eh bien, en fait, ce n'est pas Dark Vador, c'est Darth Vador. Alors, Mmh. je le prononce pas très, très bien, mais c'est à Si, si, l'anglais. c'est ça, c'est Darth Vador. Mais c'est vrai qu'on dans dans la tête de beaucoup de gens, hein, c'est Dark Vador. D'ailleurs, ça pourrait, faire partie de ce qu'on appelle un effet Mandela. Mmh. Peut-être que, dans une autre réalité, c'était bien Dark Vador. Changement de réalité, c'est devenu Darth Vador. Et alors, les amis, tiens d'ailleurs, allez, notez-le là en commentaire, vous êtes plus Dark Vador ou Darth Vador, vous? Eh oui, parce que je vais vous parler de Darth Vador, mais avant, on va plonger dans l'univers de la science-fiction. Figure-toi Antoine et figurez-vous les amis que j'ai lu, dernièrement quelques articles dans Futura. Puis je me suis fait cette réflexion. Donc ce dont je vous parlais, c'est tiré de Futura, sauf, le portrait que j'ai fait le portrait psycho là, de notre ami Darth Vador. Alors cette réflexion, c'est: il y a quelque chose d'étrange et presque vertigineux dans notre époque. Parce que, bah, vous l'avez remarqué quand même, nous vivons dans un monde, où les objets qui peuplaient autrefois les séries de science-fiction sont devenus nos objets du quotidien et pas un peu ressemblants. Tu es d'accord avec moi, Antoine? Parfois, ce sont vraiment leurs jumeaux. Alors prenez par exemple, la tablette tactile et dans les années 60, le pad, PA2D de Star Trek, ça semblait être un gadget impossible. C'était une planche lisse en clavier, pilotée du bout des doigts. Bah, aujourd'hui, c'est le geste le plus banal du monde. On ouvre une tablette comme on aurait ouvert un livre de poche. À bord de l'ISS, bah, figurez-vous que ces machines sont d'ailleurs devenues indispensables, hein. La fiction a gagné, le pad existe. Et je sais pas si vous vous souvenez aussi, Antoine, je sais pas si tu regardais Star Trek, mais il y avait le tricorder. C'était un instrument qui scannait instantanément l'état d'un patient. Bon, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Mais en fait, les prototypes existent et l'ISS, toujours, utilise déjà des appareils, comme je crois que ça s'appelle le Myoton Pro pour, en fait, pour analyser, tu sais, le tonus musculaire, en microgravité. Parce qu'évidemment, quand il y a pas de gravité, bah, du coup, les muscles, ne réagissent pas de la même manière, les personnes perdent aussi de la densité osseuse, enfin bref. Donc il y a tout un tas de choses à mettre en place. Et puis, chaque génération, en fait, de capteurs excuse-moi. Si je fais pas ça tout de suite, on va avoir un problème. Voilà, donc je reprends. Chaque génération de capteurs biomédicaux, en fait, nous rapproche un peu plus d'un outil que la science-fiction avait inventé avant les laboratoires. Évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer la réalité augmentée, parce que là encore, Star Trek
montrait des informations qui flottaient dans le champ de vision. Je ne sais pas si tu te souviens? Alors aujourd'hui, les astronautes travaillent aussi avec la réalité mixte, c'est-à-dire des instructions superposées à la vue réelle, une assistance holographique et une réparation guidée. Et ces lunettes-là de réalité augmentée, ça n'est plus un rêve, ce sont des outils de travail. Et puis, tu regardais bien Star Trek, il y a le synthétiseur de nourriture. Alors d'accord, on n'invoque pas encore un thé Earl Grey, chaud dans la cuisine, mais dans l'ISS, on cultive désormais des tissus cellulaires pour créer de la nourriture artificielle. Tu savais tout ça? Alors en partie, oui, il y en a certains que j'ai complètement oubliés, mais d'autres, oui, entre autres le synthétiseur de nourriture, qui est finalement notre imprimante 3D aujourd'hui. Il y a des imprimantes 3D à pizza. Eh oui, il faut le savoir. Excellent. Ça me rappelle, le film, Retour vers le futur. Tu vois ce que je veux dire? Où Dans il quelle partie? arrive la partie justement où il arrive dans le futur, il voit, il se trouve lui-même, c'est je sais plus comment il s'appelle, il vient de Marty passer, Marty. Marty? Mmh. Marty se voit lui-même, et puis il y a quelqu'un qui met une pizza dans, un tout petit rond de pizza dans le four qui la rend grande. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est assez intéressant. Alors, savais-tu aussi que pour les futures missions vers Mars, l'objectif est clair: fabriquer sur place ce qu'on ne peut plus envoyer de la Terre. Puis alors, évidemment, je trouve que c'est là qu'on réalise que la fiction ne nous a pas seulement inspirés, elle a préfiguré notre imaginaire technologique. Elle a donné aux chercheurs des images, un horizon, un désir. Mais pendant que nos objets du quotidien se teintent de science-fiction, l'espace, lui, devient un véritable territoire stratégique, mais très, très, très réel. En France, figure-toi Antoine, que le programme Toutatis, et j'invente pas le mot, c'est vraiment le nom de ce programme prépare une défense orbitale d'un genre tout nouveau. En fait, vous avez 2 satellites, un guetteur agile, je crois que c'est LISA 1, et un manœuvrier très précis, Splinter. Ils expérimenteront dès 2027 des techniques pour se protéger d'une approche suspecte. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que le programme Toutatis, en fait, derrière ce nom à consonance gauloise se cache un acronyme: Test en orbite d'utilisation de techniques d'action contre les tentatives d'ingérence spatiale. Autrement dit, apprendre à se défendre dans l'espace. Bah oui, parce que si un jour, un satellite français était visé, il faudra savoir réagir vite, proprement et en orbite. Et en fait, cette montée en puissance, elle sort pas de nulle part. Elle répond à plusieurs épisodes qui ont fait frémir la communauté spatiale mondiale, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que, ce que je vous disais, c'est qu'en 2018, en fait, vous avez Florence Parly, qui était ministre des Armées, a révélé qu'il y a un satellite russe, Launch Olympe, s'était approché un peu trop près du satellite européen Athena Fidus, ce qui est spécialisé dans les communications militaires et gouvernementales. Et bien sûr, ce geste a été perçu comme une tentative d'espionnage. Et puis, en 2021, Moscou frappe encore les esprits en pulvérisant l'un de ses propres satellites avec un missile. C'était un test anti-satellite qui crée des centaines de débris menaçant tout l'orbite basse. Vous avez compris que c'est donc dans ce contexte que Toutatis verra le jour en 2027, parce que c'est une mission d'expérimentation grandeur nature qui est menée non pas dans un simulateur, mais là-haut, autour de la Terre. Vous aurez 2 satellites qui seront envoyés, donc LISA 1, le guetteur, un nanosatellite très agile chargé de surveiller, d'analyser ce qui se passe autour de lui, Splinter, le manœuvrier qui est programmé pour tester les interactions fines, des approches maîtrisées, des manœuvres de protection, enfin bref, tout ce qu'implique une défense active en orbite.
On parle donc ici bien d'expérimentation et non pas d'armes opérationnelles. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Parce que le but, c'est de comprendre, comment réagir face à une approche qu'on a imaginée, qu'on pense suspecte et comment se repositionner, comment protéger un satellite stratégique et c'est toujours dans les limites du droit spatial, parce qu'il y a un droit spatial. Là où c'est intéressant, c'est que Toutatis n'est d'ailleurs, qu'un morceau d'un puzzle plus ambitieux, en fait. Plus haut, très haut, un autre démonstrateur baptisé Yoda et là, on est carrément dans la guerre des étoiles, Star Wars, qui teste déjà des capacités de surveillance en orbite géostationnaire. En fait, cette altitude où stationnent les satellites vitaux pour les communications mondiales, c'est là où il va y avoir cette surveillance. Donc l'acronyme de Yoda, c'est pour yeux en orbite pour un démonstrateur agile. Fallait le trouver celui-là, hein. Ouais, mais écoute, pourquoi pas? Beh, ça peut, bon, quoi, je vais rien dire parce que l'acronyme de miasme, hein, je te rappelle que c'est Magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Au passage, pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais je trouve que c'est moins capillotracté que yeux en orbite pour Yeux en orbite pour un démonstrateur agile. mmh, Ah, faut s'en souvenir. Non, faut ouais. s'en souvenir. Donc vous l'avez compris, demain, l'Europe prévoit des capacités de protection poussées et toujours, évidemment, dans le cadre du droit spatial. Ah ouais, Mmh. mmh. J'attendais un petit peu ta réaction, je me disais: «Tiens, elle tarde à venir, comment ça se fait?» Mais tu vois, c'est pas un épisode, d'une, série de science-fiction. En fait, c'est bien notre décennie maintenant, Antoine. Et une question commence quand même à émerger, comme un murmure sous le grondement technologique. À force de mettre le pouvoir si haut, qu'allons-nous devenir ici en bas? Si le véritable enjeu n'était plus technologique, mais psychologique. Parce que vous savez, hein, c'est en tant que thérapeute, psychocorporelle, je suis aussi magnétiseuse, mais je suis thérapeute psychocorporelle et je me pose beaucoup de questions sur les manipulations, sur, les fonctionnements psychiques, bien évidemment, c'est ma marotte, j'adore ça. D'ailleurs, sur ma chaîne, là, bientôt, Antoine, je te le dis, je vais avoir une interview très intéressante de quelqu'un qui parle, justement des manipulations, psychologie du consommateur et tout ça et je vous en dirai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, je pense que c'est une interview qui va vous intéresser. Je sais pas si vous le savez, j'ai pas mal travaillé aussi sur les pervers narcissiques, sur pas mal de choses comme ça et donc j'aime bien réfléchir là-dessus et donc je reviens à mes séries parce que les séries que nous aimons, ne parlaient pas seulement des vaisseaux et des gadgets, chose que j'adorais regarder et je suppose que c'est le cas aussi pour toi, Antoine. En fait, nos séries de science-fiction, elles parlaient beaucoup du pouvoir, de la peur, de ce qui arrive aux dirigeants quand la technologie leur donne une emprise totale. Et ce glissement du protecteur au contrôlant, de la surveillance à l'hyperpuissance, a une figure archétypale, une silhouette noire, un masque, une respiration mécanique. Il s'agit de Il s'agit de Darth Vader. mais derrière l'icône, il y a un être humain et je tiens à le rappeler parce ce qu'il raconte en fait psychiquement est peut-être l'un des plus grands avertissements de la pop culture. Allez Antoine, les amis, ensemble nous allons suivre une petite lecture psychopathologique de cette figure emblématique du contrôle et de la folie de la toute-puissance. Si vous connaissez Star Wars, vous avez rencontré Anakin. Et vous pouvez aborder cette idée que Darth Vader n'est pas seulement un méchant, c'est un cas clinique, c'est le prototype du traumatisé dont les mécanismes de défense deviennent un système politique. Anakin Skywalker naît donc dans une situation psychologiquement explosive.
Absence de père, mère unique débordée, impuissante à le protéger. Contexte évidemment, vous vous souvenez, de domination, hyper-responsabilisation. Le gamin, il est quand même obligé d'aller bosser chez un mec qui abuse. Oui, bah, disons que sa mère est esclave, Oui, bien sûr, voilà, et effectivement le patron chez qui il travaille, abuse d'eux en termes de temps de travail, on va dire, et de liberté. tout à fait, dans des conditions de vie, si vous connaissez Star Wars, qui sont vraiment très, très difficiles. Aride. Aride. Donc il a quand même un contexte, ce gamin, qui est propice à développer des choses. On peut appeler ça le terrain. Dans les classifications cliniques, on observerait aussi un attachement anxieux désorganisé. Alors, le monde est imprévisible, les figures d'amour et d'attachement sont fragiles. La sécurité dépend de sa capacité à tout contrôler. Vous voyez un peu le tableau qu'on nous brosse? Parce que notre futur Vador se construit dans cette équation toxique. Si je ne contrôle pas, je perds. Si je perds, je souffre. Le pauvre gamin, il est quand même, soumis à pas mal de choses difficiles, hein. C'est un terrain donc idéal pour qu'un pouvoir exceptionnel devienne un fardeau psychique. Et oui, parce qu'en fait, il a beaucoup de pouvoir, le gamin. C'est un enfant prodige et il est repéré tôt, mais pas assez tôt, et il est très, très, je trouve, très mal accompagné par les Jedi parce que, ils sont pas spécialement bons sur ce coup-là, hein. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais en fait, ils lui demandent, l'impossible. Ils lui demandent de ressentir profondément, mais de ne jamais exprimer. Et puis les Jedi sont quand même des ascètes rigides. Ils lui imposent une répression émotionnelle totale. Pas d'attachement, pas d'amour, pas de désir. Alors qu'il est justement un garçon hyper émotif, hyper sensible et terriblement anxieux. Faut pas oublier ce qu'il a vécu avant. Et bah, ça s'appelle, mes amis, la double contrainte émotionnelle qui est classique en psychopathologie. Ressent, je répète, ressent profondément, mais ne ressent surtout rien. Ah, ça va pas du tout, hein. Résultat, bah, on obtient une immense intensité intérieure, c'est explosif ce truc, qui est dépourvu de régulation. De toute façon, il sait pas trop le faire. Alors c'est une bombe affective. Alors quand vous vous souvenez, hein, malheureusement, bah, sa mère meurt, là, un seuil est franchi. Le traumatisme devient une certitude paranoïde. Le contexte de la mort de sa mère, il est traumatisant, hein. Moi, j'en suis, toute, je sais que c'est un film, mais quand je regarde ce genre de scène, je suis pas bien non plus, hein. Et puis alors lui, ce contexte-là, c'est en gros, c'est si je n'interviens pas, ceux que j'aime meurent. Et c'est vrai, s'il n'est pas là, puisqu'il n'a pas été là, sa mère a été embarquée, elle a été tuée. Plus tard, ça va donner donc je dois tout anticiper, tout surveiller, tout contrôler. Le gamin, devenu grand, il est en hypervigilance. Alors là, je vous bassine pas avec, toutes, les connaissances, sur, la théorie polyvagale, mais en gros, le système nerveux, il est, bah, il est en hyper, bah, ce que je viens de dire, en hypervigilance. Je vous bassine pas avec. Donc Anakin développe un schéma cognitif typique, donc des glissements paranoïaques. On a, je le redis, la vigilance extrême. Du coup, au point de vue psychologique, une interprétation menaçante des intentions des autres personnes et puis la confusion entre, l'anxiété et l'intuition. Alors, il va plus percevoir après la différence entre, je pressens un danger et je fabrique un danger pour donner raison à ma peur. La prophétie s'autoréalise. Connaissez peut-être, l'idée, le concept de prophétie autoréalisatrice où on se met en condition, matérielle, concrète, de réaliser ce qu'on avait soi-même, intégré comme une croyance, comme, presque un fait. Bah, il s'agit de ça, en fait. C'est, la mécanique même dans l'histoire, précise d'Anakin, c'est la mécanique même du passage à l'acte paranoïde. En fait, on a Palpatine
que c'est un sénateur, à l'époque, qui est un grand, grand, grand méchant, qui n'a plus qu'à souffler sur les braises et Un vous grand méchant, c'est un seigneur Sith. Bon, ça peut être pareil, d'accord. Mais ils ont une vision, particulière de l'harmonie de l'univers, ouais, du qui passe contrôle. par le chaos. Ouais, on est d'accord. Voilà, moi j'en connais d'autres qui font ça. Tu connais Co des seigneurs Sith? Je connais des personnes qui sont, parfois à la tête de certains États, nous sommes en France, donc je peux pas les nommer, qui ont une attitude, qui est que l'on reconnaît dans les travaux de Racamier sur les pervers narcissiques et qui ont une façon d'être au monde à nous mettre dans le paradoxe, dans l'incohérence et de ramener le chaos. Parce que, bah, ils sont dans la toute-puissance et la jouissance de cela. Donc pour ça, je vous invite aussi à regarder quelques petites émissions que j'ai faites avec, le psychanalyste Jean-Charles Bouchoux, celles que j'ai faites avec Bruno Dubos, sur les pervers narcissiques et à lire Racamier sur les pervers narcissiques parce que c'est lui, hein, c'est Racamier qui a très, très bien décrit, qui a créé ce concept-là. Et donc, comme je vous disais, Palpatine n'a plus qu'à souffler sur les braises. Et vous savez que lorsque on ne sait pas accueillir ses émotions et les réguler parce qu'on n'a pas assez de sécurité à l'intérieur de soi, parce qu'on ne sait pas faire, eh bien, on devient fragile. Heu, or, bah, notre mental ne sait pas faire face dans ces cas-là et un esprit vulnérable devient un esprit capturable. Alors maintenant, je vais donc aborder l'effondrement narcissique où je dirais quand l'idéal tombe, eh bien tout tombe. Mmh. Eh oui, Oui, parce parce qu'il que moi, avant que tu t'attaques ça, moi, ce qui me fait peur quand même dans ton histoire, en tout cas dans ce que tu vas raconter, c'est que quand on regarde bien, Anakin, comment est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il a basculé? Bah, tout simplement parce que il était amoureux de Padmé et qu'il avait une profonde peur de la perdre parce que dans une vision, il l'avait vue mourir. Donc il voulait pas effectivement reproduire, ce qu'il avait vécu avec sa mère et comme tu l'as dit, bah, c'est lui-même finalement qui a, auto-réalisé cette prophétie parce qu'il est à l'origine de la mort de Padmé, le fait qu'il ait basculé. Alors on spoil à fond, Star Wars si vous l'avez pas vu, mais de toute manière si vous l'avez pas vu, c'est un crime de lèse-majesté, il faut le dire donc voilà, on vous spoil en ah tout je état de voulais conscience. c'est vrai que je voulais pas trop dire le coup de pourquoi la prophétie était autoréalisatrice, mais OK, tu viens de spoiler. Oui, 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 il y a pas voilà, vous avez qu'à voir, Star Wars, à votre âge, il y a pas de raison que vous l'ayez pas vu et donc oui, c'est voilà, c'est quand même l'amour qui est logiquement censé être, avec un grand A, hein, le plus noble des sentiments, qui va l'entraîner vers, le chaos et donc du coup, c'est pour ça j'ai un peu peur de ce que tu vas nous dire maintenant. Bah, en fait, c'est un mélange de choses parce que c'est pas l'amour en lui-même. Si tu as bien suivi mon propos, c'était d'abord les conditions de vie, les traumatismes qu'il avait, le fait que, bah, il n'a pas été bien accompagné, le pauvre loulou, hein, il avait une situation avec plein de choses vécues et des choses dures de la contrainte, une mère, qui était débordée, qui était ouais, esclave, enfin il était dans une situation très difficile et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il était arrivé avec des Jedi et ces Jedi l'ont mis dans une double contrainte. Tu Ils sont déjà dans une position, d'ascèse, assez énorme et on lui dit: tu ne dois pas, tu ressens, mais tu ne dois pas ressentir, tu ne dois pas aimer, tu ne dois c'est juste pas possible, quoi. Et en fait, les Jedi ont façonné en lui un idéal du moi inatteignable. Cet idéal, c'est pur, noble, parfait, maître de lui-même et donc plus il échoue, bah, plus il s'effondre parce que son ego, lui, se forge, une identité, quelque chose, mais il peut pas réussir, tu vois? Et plus il s'effondre,
plus il se défend violemment. C'est là la construction de ce futur Vador, la construction de cette identité à laquelle il va se raccrocher, qui est en fait une défense. Donc les Jedi ont construit cet idéal que je viens de te dire, impossible, et comme tu l'as compris, chacune de ces défaillances, chaque défaillance, ça devient un gouffre. Alors il va se raidir, se durcir, et puis se replier. Et pour ne plus tomber, ben, qu'est-ce qui se passe? Il choisit la toute-puissance. Et l'effondrement narcissique produit, je ne sais pas si vous le savez, mais ça produit plusieurs symptômes. La rage froide, le besoin compulsif de puissance, l'incapacité à tolérer l'ambiguïté et évidemment, ce que vous connaissez, c'est le recours à la domination pour restaurer une estime de soi brisée. Donc là, on est plein dans le contrôle. Et le passage à Vador, bah, c'est au final pour moi moins une corruption, parce que c'est vrai que dans le film, on voit qu'il y a toute l'action de Palpatine, mais ça se base pas sur n'importe quel type de personnalité. Il a vraiment des gros traumatismes avec cette défense du moi, très qui le rend extrêmement fragile, parce qu'il est très fragile. Tous les narcissiques sont très, très, très fragiles. Donc c'est moins une corruption qu'une tentative désespérée de survivre psychiquement. Et il ne devient pas méchant, il devient invulnérable, du moins, c'est ce qu'il croit. Parce que dans cette lecture clinique que je me suis permise de faire, alors c'est ma petite idée, hein, mais on va aussi voir, là tout à l'heure Antoine essayait de nous faire la respiration de Vador. Ben, on va voir que le masque de Vador, c'est pas seulement un accessoire. Pour moi, c'est la métaphore parfaite d'un mécanisme de défense par clivage et dissociation. C'est un clivage psychique qui est rendu possible, qui est rendu visible. Anakin, on voit bien qu'il souffre. Eh bien, Anakin disparaît. Et donc, Vador contrôle, donc Vador survit. Autrement dit, ce moi souffrant d'Anakin est enterré et le moi tout-puissant de Vador est surdéveloppé. Et bah, c'est un cas que je dirais typique des personnalités traumatisées qui est passé par le clivage, la séparation radicale des parties du psychisme, la dissociation, typique qu'on retrouve dans les traumatismes. Encore une fois, je vous renvoie à la théorie polyvagale. C'est l'anesthésie en fait des affects, hein, des ressentis corporels et c'est aussi une identification à l'agresseur pour ne plus être la victime. Alors, moi j'ai remarqué que quelqu'un qui est à la tête, d'un certain gouvernement méprise, et je le redis, nous sommes en France, donc je ne peux pas dire qui c'est, méprise les victimes et tout en ayant un double langage, hein, mais il méprise les victimes, et il valorise les puissants. Bref, le masque maintient hors de portée, tout simplement, ce qu'il ne supporte pas de ressentir. Heu, Souvenez-vous de cette espèce de respiration mécanique et de son corps là, cuirassé. Son souffle, en fait, il est court, il est contrôlé, il est artificiel. Comme beaucoup de personnes qui vivent un traumatisme et qui sont en hypervigilance. Ce souffle est coupé, ils respirent aussi pour, d'une certaine façon, se défendre, mais pas pour vivre, c'est de la survie. Alors, évidemment, maintenant la question, c'est la question qui reste, hein, comme, j'imagine que vous vous la posez depuis tout à l'heure, c'est la question du pouvoir. Cette question que, comme beaucoup de personnes qui sont en souffrance, mais qui utilisent malheureusement ces mécanismes-là. Attention, toutes les personnes en souffrance et traumatisées ne les utilisent pas, et fort heureusement, c'est une chose que je dis, que j'affirme, parce qu'ils utilisent donc cette question du pouvoir comme un antidouleur. D'abord, ben, comme dit Antoine, il veut protéger Padmé, il veut prévenir, après il veut surveiller et puis ensuite il veut dominer. Comme beaucoup de personnes
dans les couples, peuvent, faire cela, mais également dans certains systèmes gouvernementaux et c'est là le même glissement, comme je viens de vous le dire, que connaissent certains dirigeants et quand ce pouvoir ne sert plus un projet, mais en fait apaise une angoisse et pourtant, là on redonne un peu d'espoir. Une fissure suffit parce que quand Luc apparaît, la dissociation craque. On voit apparaître un instant d'humanité qui traverse cette cuirasse et puis son masque tombe, au propre d'ailleurs comme au figuré, et la respiration devient humaine une dernière fois. Alors, allons voir pendant quelques secondes ce que Vador nous dit aujourd'hui encore. Vador, c'est pas le monstre en tant que tel. Il est donc l'histoire de ce qu'il peut je recommence. Il est l'histoire de ce qui peut arriver quand on a un traumatisme qui forge le pouvoir à travers des mécanismes de défense très importants, que la peur dicte les décisions et que cette dissociation devient cette méthode de gouvernance dont on a parlé. Là, c'est quand même un archétype intemporel, puis c'est un miroir aussi pour tous ceux qui, dans le monde contemporain, passent de «je protège» à «je contrôle», sans jamais voir qu'ils y perdent leur humanité et je pense que c'est peut-être la leçon la plus importante de tout ce voyage, en fait, que des tablettes à l'orbite, des satellites au au masque noir. Le vrai futur pour moi ne se jouera pas seulement dans nos technologies, hein, il se jouera dans notre capacité à rester humain et c'est bien la conclusion que je voulais donner à tout ça. Parce que c'est un voyage que je vous ai fait à travers différents domaines, mais n'oublions pas cet aspect des choses. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. On était obligé, on pouvait pas finir cette séquence en Petite Marche de l'Empereur. Voilà. Ouais. Ouais. D'ailleurs, juste avant de mourir, il re-switch. Bah oui, c'est ce que j'ai dit Mmh, tout à fait. et Ça là on a un peu d'espoir et d'humanité. mmh. Ouais, mais bon, s'il faut mourir pour avoir retrouvé notre humanité, c'est compliqué, mais pourquoi pas? Et de l'humanité d'ailleurs, on va en parler, parce que là, ouf, j'ai tiré un petit bout de ficelle sur un petit sujet complètement anodin et puis, j'ai sorti toute une pelote, c'est comment dire? Tu vas voir, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, je vais te poser une question basico-basique, Natacha. Combien as-tu de parents? Tu parles pas d'ascendant, tu parles de parents. De parents. J'ai 2 parents. Bien, très bonne réponse. C'est c'est tout à fait ça. Et combien as-tu de grands-parents? Oh forcément 4. Eh oui, parce qu'à chaque fois, on multiplie par 2. Donc, lorsqu'on remonte sa généalogie pour savoir à peu près combien est-ce qu'on a d'aïeux à une génération, on fait un calcul mathématique assez simple, c'est 2 puissance n-1. Donc, il y a pas très longtemps, j'étais sur un site, je crois que c'est MyHeritage, ou Heritage, avec mon accent anglais, hein. Alors quand je dis il y a pas très longtemps, il y a quand même 1 an parce que j'ai grenouillé dessus pendant une petite année et figure-toi que je suis remonté, le plus loin, on va dire, plus vieil ancêtre pour lequel, j'ai pu retrouver des informations, il date du XVIIe siècle, hein, donc je crois qu'il est né en 1600, il a dû mourir en 1660, donc je suis remonté en lignée directe, jusqu'à ma 13e génération et donc 13 générations par rapport au petit calcul que je viens de te donner, la petite formule que je viens de te donner, c'est 2 puissance 12, donc 13 moins 1, 12, ce qui fait 4096 aïeux. Donc potentiellement, toi comme moi, hein, à la 13e génération, on se retrouve avec 4096 personnes ayant des noms de famille différents. En tout cas, c'est un maximum jusqu'à 4480 4087, on va voir que finalement, au bout d'un moment, ça va se croiser tout ça.
Donc déjà, rien que ça, c'est assez surprenant quand on y réfléchit bien, parce que moi, je sais quand j'étais petit, je voulais, tu sais, comme sûrement pas mal d'enfants, on tenait très fort à son nom de famille, mais en fait, ton nom de famille, il veut rien dire. Parce qu'il veut dire quelque chose à un instant T, mais après il est complètement dilué quand tu remontes comme ça dans ta généalogie. Donc si à chaque fois il avait fallu, mettre, accoler les noms du père et de la mère, du père et de la mère, et que c'était tu même les malgaches, je pense qu'à un moment donné, ils s'arrêtent parce que tu sais, ils rajoutent des syllabes à chaque génération. Donc c'est juste pas possible. Alors du coup, je me suis dit: «Mais, heu, finalement, si en 13 générations, j'ai 4 096 personnes différentes dans ma famille, quoi, issues, on va dire, dans mes ancêtres, à partir de quand, je vais me retrouver finalement à avoir peut-être tous les Français en ancêtres communs?» Ah oui, parce que si tu continues à faire ton petit calcul, puissance 2, puissance 2, puissance 2, il s'avère qu'au bout de la 26e génération, par exemple, tu te retrouves avec 2 puissance 26 moins 1, donc 2 puissance 25, tu te retrouves avec environ 33,5 millions d'ancêtres. Imagine le délire, c'est-à-dire, voilà, c'est quand tu fais ton arbre, tu as pas assez de ton appartement pour pouvoir mettre tout le monde sur le mur, il y a 33,5 millions d'ancêtres, et je parle que des feuilles les plus hautes, hein, je parle pas du cumul de tous les ancêtres, hein. Or, il s'avère que, quand tu remontes à la 26e génération, c'est à peu près un peu avant la guerre de Cent Ans, on va dire à peu près, à la grosse louche, en 1300. Eh bien, en 1300, figure-toi qu'en France, la population équivalait à peu près à 20 millions d'habitants. Donc, en toute logique, si j'ai 33,5 millions d'ascendants au bout de 26 générations et qu'en France, il y a 20 millions, d'habitants, ça veut dire que tous les Français de l'époque, ce sont mes grands-parents. Ah oui, dans l'absolu. Donc, bon, j'y connaissais rien en généalogie, hein, j'y connais pas grand-chose non plus, mais j'ai quand même commencé à gratter un peu. Et beh, visiblement ça a un nom. Ça s'appelle l'entonnoir généalogique, et en fait, et ben, il s'avère que cet entonnoir généalogique, au bout d'un moment, effectivement, il switch. C'est-à-dire que quand tu fais ton arbre généalogique, hop, tu vois, ça va faire une forme d'entonnoir, et puis au bout d'un moment, quand le nombre de tes ancêtres dépasse le nombre de la population réelle, eh bien ça signifie que, il y a eu des regroupements, et que, l'entonnoir, au bout d'un moment, il va s'inverser. Donc ça signifie qu'effectivement, et bien, à un moment donné, bah, c'est ce qui se faisait, dans assez régulièrement, hein, les gens allaient, épouser la fille ou le fils, du voisin, et puis ou du village d'à côté ou du canton d'à côté, mais au final, les familles, se recoupaient les unes les autres. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec plus d'ancêtres potentiels que de nombre de personnes vivant sur le territoire à ce moment-là. D'ailleurs, je me suis dit: «Tiens, bah, heu, est-ce que, toi et moi, Natacha, on serait pas cousins?» Mmh mh. Bah, écoute, si tu n'as pas d'ancêtres proches issus de l'immigration, heu, effectivement, bah, il y a 1 300 ans, il y a 100 de probabilité qu'on ait, bah, 20 millions d'ancêtres communs. On est cousins, Natacha. Eh oui, et donc ça signifie d'ailleurs que sur, 60 millions de Français aujourd'hui, eh bien les 40 millions de Français qui, et ne prenez pas mal mon propos, hein, il y a justement, vous allez voir où je veux en venir. Des 40 millions de Français qui sont, en lignée directe, avec, une population française, eh beh, sont toutes communes. Bah, je me suis dit: «Ouais, mais et les autres?» Ben, en fait, les autres, en réalité, c'est la même chose. Si on agrandit la logique, eh bien, au lieu de prendre les Français donc qui ont pas de, qui ont pas de lignée issue de l'immigration,
Si on les prend tous, eh bien, on s'aperçoit que le même raisonnement se fait au niveau européen. C'est-à-dire qu'au niveau européen, eh bien, toutes ces lignées génétiques, elles se recoupent toutes à peu près vers à peu près la même époque, au final, entre 1000 et 1500 pour faire une grande maille, mais on est tous apparentés. Donc ça va faire mal à tous les gens qui sont un petit peu racistes sur les bords, se dire qu'on est tous apparentés, parce qu'au niveau mondial, c'est la même chose. Si on fait le même raisonnement, si on regarde on va dire les calculs, eh bien statistiquement, là, il faut remonter un peu plus loin, c'est-à-dire jusqu'à à peu près entre moins 500 en fonction des exégètes, ça va être entre moins 500 et plus 500 avant Jésus-Christ. Allez, on va dire moins 500 pour faire loin. Eh bien, à moins 500 avant Jésus-Christ, toute la population mondiale, on a tous des ancêtres communs. Donc en fait, on est tous apparentés. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, qui ne supporte pas son voisin parce qu'il a une couleur différente, eh bien, c'est votre famille. On est tous issus pareil. Donc, tout ça pour dire, bah, figure-toi que parce que j'avais en tête, tu sais, la petite histoire de Godefroy de Bouillon, etc. Godefroy de Godefroy. Bouillon, ouais, Godefroy. Bah, je suis tombé sur un article, tiens, je vais te le partager, tu vas voir. Alors, Godefroy de Bouillon, je rappelle pour tous ceux qui ne savent pas de quoi parle Antoine, c'est, la toute première interview qu'on a faite ensemble. D'ailleurs, il faut que je la travaille, que je la mette sur ma chaîne aussi. J'ai repris, hein, les montages des vidéos, où on parlait des vies antérieures et où je lui parlais d'un oh, je sais pas si on peut appeler ça souvenir, mais c'est quelque chose qui m'est venu lors d'un travail, sur moi. Je crois que c'était je sais plus, en EMDR, il me semble et et j'avais, revécu des scènes et là, Antoine m'a dit: «Ah, mais attends, ça serait pas Godefroy de Bouillon?» Et c'est peut-être lui. Et ceci dit, tu sais, dans les vies antérieures, il y a une théorie comme quoi, en tout cas moi c'est une théorie qui me plaisait bien, comme quoi, finalement on active juste, la lecture de notre, ADN mémoire, que certains appelleraient l'ADN poubelle. Et si effectivement on est issu de toute l'humanité possible, eh bien il y a de fortes chances qu'on partage tous énormément de comment dire? D'apparenté généalogique, pas forcément génétique, mais au moins généalogique avec, ce chevalier-là. Et donc, tu vas voir, par rapport à l'article que je vais vous présenter, bon, c'est un article de 2021, nous descendons tous de Charlemagne, Ou presque. ou presque. Et et bien, effectivement, l'article, il présente très, très bien les choses, hein. Il, et ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé l'article après avoir fait moi mes petits calculs et ça se corroborait bien avec, ces petits calculs. L'article dit: «Il existe un calcul très simple qui permet de comprendre pourquoi on peut affirmer avec certitude que nous sommes tous cousins». Donc nous avons tous 2 parents, 4 grands-parents et cetera, hein, là je viens d'en faire la démonstration. Le calcul se continue en multipliant par 2 le nombre d'ancêtres à chaque génération. Et on arrive vite à des valeurs vertigineuses. Il y a 40 générations, donc cette fois-ci c'est vers 800 à l'époque où, Charlemagne a été sacré. Cela représente 1 000 milliards d'ancêtres. Donc tout à l'heure j'étais à 33,5 millions, là on arrive à 40 générations à 1 000 milliards d'ancêtres. Donc, à une époque où la France ne compte que 10 millions d'habitants, et il y a de fortes chances que tous nos ancêtres, généalogiques ne sont pas des individus différents, mais qu'on les partage tous finalement. On a tous les mêmes ancêtres généalogiques. Et donc mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, par mon père et peut-être aussi un arrière-arrière-grand-père par ta mère. Un truc comme ça. C'est peut-être pas bon les 2 dernières phrases que j'ai faites, mais vous voyez ce que je veux dire? Et aussi un de vos arrière-arrière-arrière-grand-mères. Nous partageons donc plein d'ancêtres communs, nous sommes tous cousins. Tu vois? C'est vraiment l'article a vraiment le reflet de la démonstration que je voulais faire. Et encore plus fort, non seulement nous avons des ancêtres communs, mais si on remonte dans le passé, on arrive à un moment
où nous avons tous exactement les mêmes ancêtres. Un ancêtre qui est dans une généalogie, il est aussi dans toutes les généalogies. Et c'est ça qui est délirant. Vraiment, quand on se plonge là-dedans, moi je trouve ça vertigineux. Ainsi, en Europe, il y a environ 1000 ans, tous les ancêtres qui vivaient et qui ont eu des descendants jusqu'à nos jours sont des ancêtres de quasiment tous les Européens. Voilà. Cela permet d'affirmer sans crainte de trop se tromper que si certains de vos grands-parents sont nés en France, Charlemagne, qui, d'après les généalogistes, a eu des descendants jusqu'à nos jours, est également votre ancêtre. Donc voilà, Natacha, nous descendons tous les 2 de Charlemagne. Et puis vous aussi les amis. Alors peut-être pas en lignée directe, hein, peut-être que vous descendez de la sœur, de la cousine, de l'oncle de Charlemagne, mais voilà, on on est tous des descendants de Charlemagne. Et à l'échelle de la planète, eh bien avec le même modèle mathématique, il est possible de calculer de quand date notre premier ancêtre commun. Et le premier ancêtre commun aux Européens daterait d'environ 600 ans, et l'ancêtre commun le plus récent de toute l'humanité aurait vécu récemment, il y a moins de 5000 ans. Du coup, je me suis dit: «Mince, ça va corroborer, bah, l'histoire d'Adam et Ève et du paradis et cetera». Parce que selon la Septante, bah, dans l'épisode du paradis terrestre, c'était, moins 5200 avant Jésus-Christ. Selon prêtres qui auraient fait des calculs, on serait peut-être, un peu avant, à moins 3000 ans, ce qui correspondrait aux 5000 ans que citait l'article et cetera. Donc j'ai creusé un peu plus le sujet et avant d'aller vers les, comment dire? Les solutions, plus scientifiques, je voulais repartir, mais justement de cet épisode du du paradis perdu. Épisode du paradis perdu, donc Adam et Ève sont jetés du paradis et ils commencent à avoir des enfants. On les connaît, hein, Caïn, Abel, Seth. Visiblement, Adam et Ève, hein, parce qu'ils ont logiquement à peu près le même âge, à une cote près. Donc Adam et Ève ont eu à peu près avaient 130 ans lorsqu'ils ont eu leur 1er enfant. Ils ont vécu 930 ans. Pour Adam et Ève, je sais pas si c'est pas un peu moins, ça on va dire 930 ans tous les 2. Donc imagine qu'à partir du moment où ils ont eu leur 1er enfant, ils ont eu ensuite un enfant, allez, on va laisser un peu le temps à Ève de souffler, un enfant tous les 18 mois. Tu appelles ça laisser le temps de souffler? Oui, parce que si j'avais dit une fois tous les 9 mois, tu m'aurais traité de monstre. Donc Et c'est mieux pour toi tous les 18 mois? bah, écoute, rappelle-toi qu'ils étaient parfaits, donc même si elle a enfanté dans la douleur, voilà, c'était un exercice. En tout cas, je te rappelle qu'ils étaient que 2, hein, et qu'il fallait, peupler l'humanité, donc fallait pas chômer non plus, quoi, hein. On est d'accord. Donc à hauteur d'un enfant, allez, tous les 18 mois, je me suis, aidé d'une IA pour, bah, de Chat, Mistral IA, pour, faire les calculs, en se disant: «Allez, au bout d'un moment, leurs enfants vont eux-mêmes avoir des enfants, entre eux». Oui, c'est quand on y réfléchit, c'est guère, réjouissant. Heu, pendant On appelle ça l'inceste. j'osais pas le dire, mais maintenant que tu le dis. C'est marrant, la Bible, ils emploient pas ce terme-là. Quoici, ils l'emploient, mais après, hein, c'est un peu plus tard dans le Lévitique où ils disent: «Non, non, tu as pas le droit». Mais bon, qu'importe. Hem, eh bien, écoute, si on calcule ça, si on projette ce calcul sur la durée de vie d'Adam, et Ève, en se disant, qu'ensuite, parce que c'est écrit dans la Bible, hein, que leurs enfants ont une durée de vie qui est inférieure à la leur. Donc, allez, on fait, j'ai fait des grosses fourchettes en disant, on va se dire que chaque génération perd une cinquantaine d'années ou une centaine d'années d'espérance de vie et que, bien, au bout d'un moment, dès qu'ils sont arrivés à l'âge adulte, ils peuvent avoir à leur tour des enfants.
Eh bien, sur la durée de vie d'Adam et Ève, 930 ans, à partir du moment où ils ont commencé à avoir leur premier enfant, on arrive à plus de 400 millions d'humains, Mmh. tu vois? Donc, effectivement, potentiellement, on pourrait, tout à fait, finalement arriver à avoir Adam et Ève comme ancêtres. Sauf que selon les scientifiques, eh bien, c'est, le problème, c'est que créer une population comme ça à partir d'un seul couple, sauf si effectivement tu es parfait, eh bien le problème c'est qu'il y a pas suffisamment de brassage génétique et la lignée est vouée à disparaître. Voilà, et ce qui pose encore plus de questionnements par rapport à la théorie, biblique, c'est que, eh bien, on a retrouvé, des restes d'humains un petit peu partout sur la planète, hein, on a fait des études, génétiques et est sorti de ces études, de l'ADN des squelettes que l'on a retrouvés, 2 notions. Une notion, heu, d'Ève mitochondriale et d'Adam Y. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En Les fait, mitochondries, c'est les usines, des cellules. c'est ça, qui sont transmis par les mères à leurs enfants, qu'ils soient garçons ou filles, alors que le chromosome Y, donc la dent, chromosomique, moi je l'ai appelé la dent Y, mais c'est la dent chromosomique. Alors que le chromosome Y, lui, n'est transmis que de père en fils. Eh bien, en termes de génétique, on remonte jusqu'à environ 200 à 300 000 ans en arrière pour le premier parent, le premier Adam, chromosomique, premier Adam Y, on va dire, et pour la lèvre mitochondriale, on remonterait jusqu'à 150 000 à 200 000 ans. Bon, le problème, c'est que ça colle pas avec la partie biblique. Surtout que dans la partie biblique, moi, il y a un petit passage qui m'a aussi interpellé. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Tu te rappelles de cette histoire de Caïn et Abel? Mmh mh. Allez, moi, je vais vous la remémorer. J'ai été chercher, le texte de la Bible de Louis II. Il y en a plusieurs, hein, et j'ai été prendre celui-ci, un peu au hasard. Alors ça se trouve dans Genèse chapitre 4, les versets 9 à 17. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vais vous faire la lecture de Genèse chapitre 4, versets 9 à 17. Sœur Natacha, s'il vous plaît, soyez attentive. Mmh. Surtout moi. Yahvé dit à Caïn, donc Yahvé, c'est le nom de Dieu. Pour ceux qui ne sauraient pas, chez les chrétiens, ben oui, Dieu ne s'appelle pas Dieu, son nom, son petit nom, c'est Yahvé. Où est Abel, ton frère? Il répondit: Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Ah, non, le ah, c'est moi qui l'interprète. Je suis pas sûr que qu'un il fasse ah à Dieu, mais bon. Yahvé dit: Qu'as-tu fait? La voix de sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant, sois maudit, chassé de ce sol qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant et un fugitif sur la terre. Au verset 13, Caïn dit à Yahvé: Ma faute est trop grande pour obtenir le pardon. Voici que tu me chasses aujourd'hui de ce sol. Je serai caché à ta face. Je serai un errant et un fugitif sur la terre, et le premier venu me tuerait. Intéressant ça, le premier venu me tuerait. Tu sais, c'est juste ses frères et sœurs. C'est pas le premier venu, c'est effectivement, c'est peut-être, voilà, on est d'accord. Eh beh, dans l'histoire, c'est censé être ses frères et sœurs. Mais on va y venir. Yahvé lui dit: Eh bien, qui tuerait Caïn? Caïn serait vengé 7 fois. Et Yahvé mis un signe sur Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. C'est pour bien identifier que c'est lui. C'est vrai que comme ils étaient, des millions, peut-être qu'on aurait pu confondre, mais
On va voir si ma phrase elle est vraie, hein. Je vais vous le démontrer après qu'elle n'est pas du tout vraie, ce que je viens de dire. Caïn s'éloigna de la face de Yahvé et il habita au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit une ville et appela cette ville du nom de son fils Enoch. Bah écoute, moi j'avais pas encore fait cet exercice-là, intellectuel, mais je me suis dit, finalement, au moment où Caïn il zigouille son frère, ils étaient combien sur Terre? C'est une vraie question. Parce que donc Adam et Ève ont leur fils. Alors on ne sait pas trop s'ils sont jumeaux, ou en tout cas ils sont nés de façon très très proche, hein. Donc ils ont eu leur fils à 130 ans. Là, Dieu, il les met à l'épreuve, l'un qui doit cultiver pour plaire à Dieu, l'autre qui doit faire une offrande animale pour plaire à Dieu. Et comme Dieu était plus, on va dire, attiré vers l'offrande animale, c'est pour ça que par jalousie, Caïn a tué Abel. Mais ils étaient adultes, ils avaient, selon certains textes exégètes, ils avaient une trentaine d'années. Eh bien, j'ai demandé à Chat, Mistral, IA, qui me fasse ce petit calcul en partant du fait que donc si Adam et Ève avaient eu Caïn et Abel à 130 ans, si Caïn et Abel avaient vécu une trentaine d'années, si Ève, je te rappelle, elle continue à hein, faire des bébés tous les 18 mois, au bout d'un moment, les frères et sœurs de Caïn et Abel qui grandissent à peu près en même temps qu'eux atteignent l'âge adulte. Donc, à peu près en l'an 160, quoi, au bout de à l'âge de 160 ans, l'âge où se serait passé ce drame pour Adam et Ève, combien est-ce qu'il y aurait d'humains sur Terre, Natacha? Bon, Je ne suis pas ChatGPT, donc je suis incapable de faire ces calculs-là. eh bien non, parce que moi non plus, je ne suis pas ChatGPT, mais j'ai mon ami Mistralia. Ah, Mistral! Eh oui, De l'équipe, française? exactement. Ah, Mistral, C'est c'est lui bien. que j'appelle le chat depuis le début. Ah, bah, il fallait le dire. Et il me fait le petit calcul et il me dit, eh bien, il y aurait à peu près, selon les données que je lui ai mis en entrée, une centaine d'individus. Mais sur cette centaine d'individus, il y en aurait à peine tout juste une cinquantaine qui auraient l'âge adulte. Donc déjà, ça réduit. Mmh mh, mmh. Bah oui. Du coup, quand, il dit attends, c'était où? Caïn Caïn va dire, «Le premier venu va me tuer». Ouais, quand Caïn dit, voilà: «Et le premier venu me tuerait». C'est quand même surprenant. C'est pas le premier venu et s'il a à peine, c'est une cinquantaine de frères et sœurs qui ont son âge, c'est quand même bizarre qu'il dise ça et puis il part au pays de Nod. Mais je sais pas, imaginons, on soit une tribu, Natacha. Toi et moi, on forme une tribu, d'accord? On a une cinquantaine, d'enfants, une cinquantaine de petits-enfants là qui sont, dans notre tribu, mais et autour de la tribu, il y a quoi? Il y a des bêtes sauvages quoi, il y a des lions, il y a des hyènes, il y a des éléphants, il y a des j'en sais rien quoi, des trucs qui veulent te bouffer tout le temps. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas pas t'amuser à envoyer, une partie de ta tribu aller, coloniser le pays de Nod, il y a pas de raison, en soi. Tu pas encore une fois qu'ils sont, je t'ai dit combien après, au bout de 930 ans, 400 millions. Bon là, OK, ils vont plus pouvoir tenir sur le même lopin de terre, mais à 50, tu attends de grossir encore un peu avant de t'amuser à les coloniser, les pays à côté. Donc, c'était assez bizarre et puis en plus, il connut sa femme au pays de Nod. Bah, après, selon certaines autres traductions, finalement, il l'a pas connue, rencontrée au pays de Nod, mais il l'a connue crac crac au pays de Nod et c'était sa sœur, Arwen ou Awen, je sais plus, non Arwen c'est dans chez Tolkien. Mais, bon, C'est très celtique le nom de la frangine. c'est ça. On sent bien, il y a quelque chose qui coince aux entournures. On est Ouais. bien d'accord. Bah, d'autant plus que si on revient à ma petite explication
de l'Ève mitochondriale et de l'Adam, chromosomique qui, eux, remontent à plus de 200 000 ans, bah, on se dit: «Peut-être que, finalement, ils étaient pas tout seuls sur terre à ce moment-là». Mmh. J'ai d'ailleurs demandé, à mon ami, le chat, Mmh de mh. f bah, justement de calculer, statistiquement la probabilité que tel scénario ou tel autre soit le plus avéré possible. Ah beh, clairement, je vous le cache pas, il m'a dit, «Bullshit la Bible», quoi. C'est Bullshit la Bible. il m'a pas dit comme ça, hein, je pourrais vous dire exactement les termes, mais il m'a dit qu'il y a très peu de chances que, ce, comment dire? Ce concept des 50, soit existe réellement. Et d'ailleurs, c'est là où c'est énorme, c'est que, bah, dans mes petites recherches, moi, j'ai tu vois, j'ai cherché comme ça un petit peu au doigt levé, mais c'est un concept qui existe vraiment. Eh bien, figure-toi, il y a un scientifique américain, qui est professeur et un auteur qui est connu pour son travail, à l'intersection de la génétique et de la théologie, qui s'appelle Joshua Svamidas, qui a écrit une théorie qui s'appelle l'Adam généalogique. Et finalement, cette théorie, elle concilie les récits bibliques de, la version, Adam et Ève dans l'Éden, et elle concilie donc cette version avec la version scientifique, c'est-à-dire l'ancêtre génétique qui a plus de 200 000 années. Et grosso modo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, eh bien, oui, Adam et Ève seraient potentiellement nos ancêtres généalogiques avec, bien, finalement, tout ce que je vous ai démontré depuis le début, le fait qu'on a tous un ancêtre commun qui est pas forcément notre ancêtre génétique, mais qui est un ancêtre généalogique, eh bien, Adam et Ève pourraient être des ancêtres généalogiques, mais pas forcément des ancêtres génétiques. Et du coup, ils sortent d'où Adam et Ève? Eh bien, pour, encore une fois, essayer de concilier avec, la thèse théologique, Dieu aurait pris, à un moment donné, un couple, comme ça, au hasard, pouf, pour les mettre dans l'Éden, pour, bah, faire quoi? Ouais, je dirais, une espèce d'expérience sociologique avec eux. Sinon, il y a pas de raison de prendre un couple qui passe par là et puis de les mettre dans un paradis, quoi, tu vois? C'est surtout avec plein d'autres populations qu'il y a autour. C'est quand même bizarre quand même comme, hein, je sais pas, comme expérience. Et donc, pourquoi est-ce qu'un dieu ferait ça? Tu vois? C'est encore plus bizarre. Pourquoi juste un couple et puis pas les autres? Je sais pas. Nous avons donc une théorie, de l'enseignant-chercheur slash Dieu. Mmh mh. Bah, moi ça me titille parce que finalement, ça ça ferait bien écho avec, une autre théorie que j'apprécie beaucoup plus, qui est la théorie, néo-évhémériste Mmh. de l'origine humaine. C'est-à-dire que, l'homme, bien qu'il ait évolué dans son milieu naturel pour, atteindre un certain stade d'évolution, il y a eu une intervention exogène pour pouvoir le faire évoluer plus rapidement. Et c'est aussi un petit peu ce que reprend, Mauro Biglino, hein, le fameux traducteur du Vatican, qui a réinterprété, les passages bibliques où tout simplement il décrit, Yahvé comme un dieu, exogène, pour pas dire extraterrestre, qui serait en guerre avec d'autres dieux extraterrestres et qui aurait, fait, des expériences sur terre avec une lignée humaine, à un moment donné qu'il a pris, tu vois? «Tiens, Adam, tiens, pouf, je te mets là et puis après, je fais des expériences, puis après vous sortez et puis après je vous reprends
pour pouvoir faire la lignée abrahamique, et cetera, et cetera. Et qui aurait donné tout le pataquès d'ailleurs que les raisons pour lesquelles on vit dans un monde qui est bordélique, aujourd'hui, avec, toutes les guerres qu'on connaît. Ça reste purement hypothétique, mais c'est quand même une hypothèse, moi, qui me plaît beaucoup plus que l'hypothèse, créationniste de tout le monde vient d'Adam et Ève et puis on le voit, je vous l'ai démontré vite fait, si vraiment vous cherchez plus, soit suite à cette petite émission, si vous faites vos propres recherches, vous allez voir que c'est très, très surprenant et que, eh bien, cette histoire de généalogie nous amène à la génétique, qui nous amène à nous positionner plein de questions, à nous poser plein de questions sur notre origine. Je pense que le débat n'est pas est loin d'être clos et pour, conclure sur cette démonstration faite avec brio, hein, tu tu me le concéderas, Natacha. Moi, je vous conseille aussi ce livre de Pierre Jovanovic, Le mensonge universel, où, bah, là, on s'aperçoit que, bah, ouais, les scripts, les scribes qui ont écrit, la Bible, en tout cas l'histoire de la Genèse, bah, ils ont largement tout pompé sur un mythe sumérien du paradis, quoi, de d'Adam et Ève, et de l'Éden sumérien, où finalement ils ont transformé, la malédiction quoi, ils ont transformé l'histoire de l'Adam et Ève sumérien en une histoire biblique où finalement la femme est maudite, parce que c'est elle qui tente l'homme pour l'amener vers le péché originel. Alors que dans l'histoire, sumérienne, la femme, c'est plutôt le contraire, c'est celle qui soigne, c'est celle qui donne la vie et c'est celle qui remet sur le droit chemin Adam. Mais c'était pas une bonne histoire pour faire un gros livre de je sais pas combien de pages, donc voilà. Voilà ma chère Natacha. Intéressant et je dirais, quid des religions animistes qui ont peut-être pas la même vision, de de l'origine, de l'être humain et je trouve ça assez amusant, c'est que depuis quelque temps, tu es très attiré Antoine, par des aspects de la religion catholique Mais ça va pas. chrétienne, le suaire, Jura, Mmh. ça va pas, tu es sûr? Mais ça va pas. Tu es Mais sûr? non, mais par contre, ce sont des sujets très intéressants. De toute manière, la majorité d'entre nous avons été élevés, dans un dogme judéo-chrétien, donc forcément ça nous imprègne. Alors les Donc amis, avec le ça va pas, je vous renvoie à l'épisode numéro je sais plus combien, où on regardait un petit peu attentivement le suaire. bah, oui, Mmh. et voilà, on a parlé du suaire et puis c'est tout. Ah et puis on a fait notre émission avec le Graal et puis c'est tout. Non, non, faut pas faire des raccourcis comme ça, madame Natacha, sinon ça va pas aller et sors Natacha, tu continues, tu iras me faire 5 pater et 3 ave, hein? Voilà les amis. Bon, eh bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était une émission qui était encore un petit peu longue. Voilà, dès qu'on commence à faire des recherches, on tire, on tire, on tire et puis on a plein de bobines qui se défilent. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'ai appris plein de choses en préparant cette émission et puis plein de choses en écoutant aussi Natacha, donc je suis ravi. Voilà, Moi aussi, tout pareil. tout pareil. Eh bien, on se dit, à la semaine prochaine Natacha. À la semaine prochaine. Allez, bisous à tous, bon week-end. Ciao les amis, portez-vous bien. Bye bye. Ciao.
parce qu'il y a un droit spatial. Et là où Ah c'est bon? merci. Je ne trouve plus l'acronyme de Yoda, dis donc. Ça m'agace, où est-ce que je l'ai mis? Je vais pas t'aider là, Ah merde. comme tu dis. Pas seulement des vaisseaux et des gadgets, chose que j'adorais regarder, je suppose que c'est le cas aussi pour toi, Antoine. Là, tu Oui, pousses. tu veux que je réagisse? Je me sens un peu seule et en plus, tu Ouais, éternues derrière ton papier et moi je suis restée sérieuse. c'est ça. Une silhouette noire, un masque, une respiration mécanique. Il s'agit de Darth Vador! Ah, tu le voulais pas en mime, excuse-moi. Il s'agit de Darth Vader. Tu faisais un bruit? Ah, tu l'entendais pas? Non? Ah là là, bah, le micro qui voilà, c'est ça, le fait d'avoir des micros qui sont super, efficaces et qui coupent tous les bruits parasites et je faisais le fameux mais bon, ça sert à rien que je le refasse parce que tu vas toujours pas l'entendre. Tu l'as toujours pas entendu là? Non? Il est minable! Il est minable. Non, ouais. Allez, va jouer à la poupée. Allez, allez. Mon Darth Vader, il est minable? Tu pourrais pas faire un truc plus fort? Non, toi, tu fais un chien qui est aphone là. Je te jure que tu vas te réécouter et ça va être extrêmement drôle. Les amis, mais je lance un vote. Est-ce que vous appréciez le son très intense que nous a donné Antoine ou pas? Eh oui. Voilà. Sauf que tout ça, ça finit dans le bêtisier et avec les joies du montage, tu vas avoir un vrai son de Darth Vader. Tu vas le voir. Oh, le tricheur! Reprenons très cher. Oh non. On sent bien qu'il y a quelque chose qui coince aux encoignures. Ah, Aux c'est aux sans entournures, sans voilà, sans vouloir tu as dit quoi? aux entournures. Aux entournures? Tu dis pas aux encoignures toi? Je connais pas. C'est autour des coins, des encoignures aussi. Coignure? Mmh, les encoignures, mais c'est vrai que c'est pas très beau à dire les encoignures. Bon, il y a quelque chose qui coince aux entournures. Eh bien, on se dit, à la semaine prochaine, Natacha? À la semaine prochaine. Peut-être pour l'émission arlésienne? Tu m'as scotché là, Ah, je t'ai scotché, hein. encore. C'est quoi Arrête. l'émission arlésienne? Tu sais, l'Arlésienne, c'est celle dont on parle et qu'on ne voit jamais arriver. Oui, oui, c'est ça, c'est celle de Moon, Hawks. Voilà. Bah, Mmh. écoute, comme je t'ai scotché, ça passera au bêtisier. Allez. Bah, oui. Om miasme, om miasme, om miasme.